Bourvil, le regretté Bourvil. L'Union européenne refuse de payer ses achats de gaz à la Russie en roubles et se prépare à une rupture avec ses approvisionnements. Nous sommes en compagnie de Pierre Charlez, expert. Philippe Charlez, pardon. Expert, c'est la Saint-Philippe, alors bonne fête. Merci. Expert en questions énergétiques aujourd'hui. et auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale, publié chez Jacques-Marie Lafon. Philippe Charlez, c'était une exigence russe et ça avait permis de maintenir le rouble, qui était quand même assez haut encore. Ursula von der Leyen a dit que ça contreviendrait aux sanctions et finalement marche arrière. Qui a le plus à perdre, la Russie ou l'Europe? Alors, la première chose, c'est qu'à mon avis, le but n'est pas seulement vis-à-vis de Poutine de faire remonter le rouble qui effectivement avait baissé d'environ 30% après la déclaration de guerre. Il veut semer la zizanie au sein des Européens dont on sait qu'ils sont relativement, même s'il y a une apparence d'union, relativement divisés sur le gaz, dans la mesure où l'impact d'un embargo gazier est complètement différent d'un pays à l'autre. On sait que certains pays du Sud, comme l'Espagne, sont assez peu dépendants du gaz russe, sinon pratiquement pas, à moins de 10%. La France, c'est moins de 20%. L'Allemagne, c'est pratiquement 60% de ses importations dépendent essentiellement de la Russie. La deuxième chose, c'est que quand on dit que l'Europe paye en roubles, c'est pas tout à fait vrai. Ce qui se passe, c'est que les fournisseurs gaziers payent Gazbank en euros, en ayant ouvert un compte en roubles. L'euro est alors transformé en roubles et puis payé à Gazprom. Donc ça n'est pas vraiment un paiement direct en roubles vis-à-vis de la Russie. Philippe Bilger. Alors, Philippe Charlez, comme j'ai déjà eu le plaisir de vous le dire, mon ignorance est totale dans ce domaine. Et donc, j'attends. Mais vous inquiétez pas, ça va gazer pour vos questions. Mais sérieusement, est-ce que, par exemple, le fait que l'Allemagne soit, elle, extrêmement dépendante du gaz russe, est-ce que c'est cela qui crée un déséquilibre au sein de l'espace européen, ou est-ce que elle n'impose pas, à cause de cette dépendance, une politique que les autres ne voudraient pas suivre? Par exemple, la France est-elle tenue par solidarité de faire ce que va éventuellement décider l'Allemagne? Alors la France n'est pas tenue de faire ce que va décider l'Allemagne, mais disons que pour l'instant, au moins vu de l'extérieur, une solidarité européenne est meilleure, d'autant que l'Allemagne n'est pas le seul pays fortement dépendant du gaz russe. Vous avez d'autres pays comme la République tchèque, la Slovaquie et les pays baltes et la Finlande qui sont dépendants pratiquement à 100% du gaz russe au niveau de leurs importations, sachant qu'à l'heure actuelle, l'Europe ne produit pratiquement plus de gaz, moins de 10% de sa consommation est produite en Europe et donc le reste est importé. Caroline Pilastre. On sait qu'en France, on importe 17% du gaz russe. Donc oui, on nous dit qu'on peut encore tenir un peu et qu'on pourra en acheter aux Américains, aux Algériens et aux Norvégiens. À votre avis, je sais que c'est compliqué de pronostiquer pour l'hiver prochain, mais est-ce que c'est vrai ou on va vraiment vivre des moments très difficiles si on arrive à un hiver rude ? Alors la France importe déjà son premier exportateur, son premier fournisseur, c'est la Norvège, ce n'est pas la Russie. Environ la moitié du gaz consommé en France vient de Norvège. Comme vous l'avez dit, et c'est exact, la Russie c'est un peu moins de 20%, 17-18%. Au niveau de l'Algérie, beaucoup plus compliqué. L'Algérie pourrait fournir. Le problème c'est que le gazoduc qui vient d'Algérie et qui traverse l'Espagne a un débit qui est insuffisant pour fournir la France. Donc, essentiellement, si ça n'est pas du gaz par pipe, par gazoduc, ça ne peut être que du gaz naturel liquéfié. Le gaz naturel liquéfié, les Américains peuvent nous en fournir un petit peu, mais comme je l'avais déjà dit, si on voulait remplacer tout le gaz russe par du gaz naturel liquéfié, ça voudrait dire qu'il faut rerouter un tiers du gaz russe, du gaz liquéfié mondial vers l'Europe, c'est-à-dire priver le Sud-Est asiatique de la moitié de son GNL. Et vous imaginez les prix que ça pourrait engendrer, et puis c'est déjà sur des contrats long terme qui ne peuvent pas être annulés, donc ce qui signifie, comme je l'ai dit et comme je le répète encore aujourd'hui, je ne crois pas que l'on puisse à moyen terme se passer du gaz russe. Christophe Madrol. Pour poursuivre ce que dit Caroline, la fin de sa question, c'est est-ce que si nous avons un hiver prochain rude,
comment nous allons gérer la situation. Parce que moi j'entends, j'ai l'ignorance totale, comme mon ami Philippe Bilger, sur la question. J'écoute, je vous écoute tous, mais à un moment donné, je suis un citoyen français qui habite Marseille, les questions de chaleur, voilà, il fait un peu plus chaud que dans le Nord, mais voilà, qu'est-ce qu'on va devenir ? Alors, la France n'est pas un pays fondamentalement gazier. En moyenne, en Europe, le gaz, c'est 25% du mix énergétique. En France, ça n'est que 17%. Si on multiplie par les 17% de gaz russe, on arrive à 3%. Donc, c'est-à-dire que le gaz russe représente environ 3% de notre consommation totale d'énergie. Donc, en faisant quelques efforts, comme je l'avais expliqué la fois dernière, notamment en éteignant un petit peu tous les immeubles publics pendant la nuit ou pendant la non-utilisation, en ne les chauffant pas, en baissant un peu la température et en important un peu de gaz naturel liquéfié qui, malgré tout, pourra suppléer, nous, on pourrait s'en sortir. L'Allemagne ne peut pas s'en sortir. Justement, les grosses usines métallurgiques allemandes, avec des groupes énormes comme ThyssenKrupp ou Salzgitter, par exemple, ont carrément les gazoducs qui arrivent dans les usines. Absolument. Est-ce que si jamais on coupe le gaz, là, on ne peut pas arrêter une usine métallurgique comme ça, parce que sinon, elle est inutilisable, hein, quand le métal va solidifier. Est-ce qu'on risque pas des faillites de grosses entreprises dans ces cas-là, au niveau de l'Allemagne, énormes, hein. Au niveau de l'Allemagne, qui, elle, on passe de 3 à 15%, hein, quand on du gaz russe, alors que l'Allemagne consomme 25% de son énergie en gaz, c'est pas possible, ça serait une véritable catastrophe. Donc, ce qui veut dire où on a une solidarité européenne et chacun se partage l'effort, soit chacun joue solo, si j'ose dire, et là, la France pourrait assez facilement, je vais dire, pour l'hiver prochain, s'en sortir. Autre question d'écologiste, parce que je suis un peu écologiste. Oui. Même beaucoup. C'est le un peu qui est... Ne me parlez pas de Rousseau, monsieur David. Ne me parlez pas de Sandrine Rousseau. Vous êtes un écologiste raisonnable. Voilà. Un modéré. Cher ami, on me dit qu'en Italie, donc, ils sont en train de réfléchir à rouvrir leur usine à charbon. En Allemagne, on sait que ça s'ouvre. La centrale à charbon. Oui. Les centrales à charbon, oui. Merci du terme. Est-ce que ce qui se passe aujourd'hui n'est pas en train de freiner tous les efforts que nous avons pu commencer à construire avec les accords de Paris ? Alors, incontestablement, la situation actuelle, qui d'ailleurs ne résulte pas que du conflit ukrainien, qui a été un révélateur de cette situation, puisque le problème gazier apparaissait déjà l'été dernier avec une augmentation vertigineuse du prix du gaz, est effectivement le résultat en Europe de très mauvais choix énergétiques, et notamment de n'avoir pas suffisamment investi depuis les 20 dernières années dans le nucléaire pour alimenter cette électricité qui est croissante et que les renouvelables aujourd'hui ne peuvent pas fournir, ce qui signifie qu'au lieu de nucléaire, on est obligé soit de choisir le gaz, et comme le gaz aujourd'hui, on va essayer de le réduire, mais il n'y a plus que le charbon, malheureusement. Caroline Pilastre. Sous-jacent de cette crise, il y a la question évidemment qui nous concerne tous de l'hyperinflation qu'on est en train de vivre. À votre avis, est-ce qu'on va payer le gaz et l'électricité vraiment beaucoup plus cher ? Parce qu'il y a un impact direct sur notre budget et ça va être terrible puisqu'on voit très bien que la première préoccupation des Français lors de cette campagne a été le pouvoir d'achat. Alors incontestablement, je l'avais déjà expliqué, pour moi cette crise gazière qui d'ailleurs encore une fois précède le conflit ukrainien, elle est structurelle parce qu'on est face à une forte augmentation de la consommation gazière, pas seulement en Europe mais aussi dans le sud-est asiatique et notamment en Chine. On est aussi face à une baisse structurelle de l'offre parce qu'on a beaucoup moins investi dans le gaz et dans le pétrole. Pratiquement les investissements ont été diminués par 2 depuis 2015 dans les nouveaux champs gaziers et pétroliers. Rupture de l'offre, augmentation de la demande, il n'y a pas de secret, augmentation des prix qui pour moi dureront dans les prochaines années le temps d'essayer de rectifier l'offre parce qu'il ne faut pas oublier que l'énergie c'est un temps long. Vous me corrigez, si je ne m'abuse, les Allemands, on en parlait, dans leurs usines métallurgiques, alors ils en ont beaucoup plus que nous, malheureusement, on en a fermé beaucoup, eux ils sont au gaz. Nous en France, grâce au nucléaire, on a fait le choix notamment, si je ne m'abuse, vous me corrigez, de la sidérurgie électrique, qui est quand même, qui nous met à l'abri à ce niveau-là du gaz. Alors la sidérurgie électrique marche pour le recyclage des métaux, mais on ne marche pas pour les nouveaux métaux en fourneau, puisqu'on utilise du charbon pour réduire le minerai de fer. Il y a une réaction chimique qui demande du charbon, on ne peut pas tout faire
avec l'électricité. Effectivement, le four à arc électrique fonctionne très bien pour la sidérurgie de recyclage. Et le recyclage, aujourd'hui, en termes de sidérurgie, c'est 50% de la production mondiale d'acier. Donc, de ce côté-là, il y a effectivement des solutions à court terme. Mais alors, justement, le prix du gaz, il est coordonné théoriquement au cours du pétrole, c'est bien ça? Alors ça dépend, si on est sur des contrats long terme, c'est vrai, si on est sur un marché spot, c'est complètement découplé. Donc si vous prenez l'exemple des États-Unis où c'est un marché gazier qui est complètement séparé, le prix du gaz et le prix du pétrole sont complètement découplés. D'ailleurs, aux États-Unis pour l'instant, alors qu'en Europe on est à 110 à 120 euros le mégawattheure, on est à 15 euros le mégawattheure aux États-Unis, ce qui veut dire que quand Joe Biden va nous fournir du gaz naturel liquéfié, il va se prendre un très beau bénéfice au passage. Surtout du gaz de schiste qui n'est pas quand même le meilleur ami de l'environnement, pour faire plaisir à notre ami Christophe Madrol. Que nous avons refusé de développer en Europe, mais que nous sommes maintenant obligés d'importer des États-Unis. Et d'après ce que j'ai lu, on pourrait faire beaucoup de gaz et de pétrole de schiste en France, notamment pas loin des anciens bassins houillers, comme la Lorraine par exemple. Alors, ça, c'est pas du gaz de schiste, c'est du gaz de mine ou du gaz de houille. Oui. Il y a également du gaz de schiste, mais en France, il est plutôt situé dans les Cévennes. Oui. C'est d'ailleurs pour ça que, si vous vous souvenez, que José Bové avait été un des premiers opposants au gaz de schiste, puisque c'était pratiquement dans son jardin que ça se passait. On a un autre directeur d'antenne qui aime beaucoup les Cévennes. Je sais pas s'il est pour le gaz Sevnol. On lui demandera à Bruno. Alors, on avait fait des calculs vers 2014 et on avait montré en fait que la production de gaz de schiste en Europe pouvait être assez significative, mais de toute façon, même si on le décidait aujourd'hui, la première bulle de gaz de schiste, ça serait pour dans plusieurs années, donc c'est pas ça qui va résoudre notre problème à court terme de toute façon. C'est sûr que pour l'hiver prochain, ce sera un peu court. Merci beaucoup pour vos explications toujours très intéressantes. Philippe Charlez, expert en questions énergétiques, auteur de l'Utopie de la croissance verte, les lois de la thermodynamique sociale, publié chez Jacques-Marie Lafon. De suite, on va parler encore argent du SMIC, oui. Hausse du SMIC, est-ce la smicardisation de la France? Terme utilisé par un certain François Bayrou il y a 15 ans. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et vous êtes 91,2% à dire oui.